Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. La police nationale a inauguré ce matin la salle de la brigade des mineurs. Elle va permettre aux mineurs de s'exprimer dans un cadre plus adapté lors des auditions pour les enquêtes. La salle devrait aussi faciliter les investigations sur les cas de violences faites aux enfants. Présidentielle de février 2024, la Cour d'appel de Dakar initie un programme de renforcement de capacité pour les magistrats devant siéger dans les commissions départementales de vote dans la zone nord du pays. L'organisation du scrutin et le devoir d'impartialité et d'équidistance ont été rappelés aux juristes. Le marché sénégalais envahi par des produits cosmétiques, une commercialisation pas du tout contrôlée. Des doutes subsistent sur l'authenticité de certains produits vendus moins chers sur le marché. Mais attention, utiliser des produits contrefaits comporte un certain nombre de risques. Reportage au marché Castor à suivre. Et puis tous les mercredis, la rédaction vous propose la rubrique Découverte. Elle nous mène ce soir dans la bande de terre de la pointe de Sangomar, dans le village de Differ, menacé de disparition par l'avancée de la mer. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais tout de suite, la police nationale, en collaboration avec l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a mis en place la salle de la brigade des mineurs pour offrir aux enfants un cadre plus adapté et faciliter les auditions lors des enquêtes. La cérémonie d'inauguration de cette salle, qui va faciliter les investigations sur les cas de violences faites aux enfants, a eu lieu ce matin. C'était en présence d'Aminata Oundang et Sidignan. Les honneurs pour débuter la cérémonie d'inauguration de la salle d'enquête de la brigade de protection des mineurs. Cette salle, un cadre approprié pour l'enfant, montre l'intérêt que la police accorde aux droits des enfants. Cet équipement de la salle des mineurs permettra à la brigade de se conformer aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'enfant, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, dont le Sénégal a été l'un des premiers pays à le ratifier en 1990. La salle, un environnement accueillant et convivial pour inciter aux justiciables à la fréquenter en toute confiance. Auditionner un enfant, c'est pas facile. Quand on parle de la police, les gens ont souvent peur. Et l'enfant victime qui vient à la police risque d'être traumatisé à nouveau. Et pour éviter tout ça, il faut créer un environnement qui met l'enfant à l'aise. Mettre à l'aise ces enfants en conflit avec la loi, d'où la nécessité d'aménager cette salle très moderne et adaptée à l'environnement de l'enfant, fruit de la coopération entre la brigade des mineurs et l'UNICEF. Pour l'UNICEF, c'est vraiment au cœur de notre mandat, la défense des droits des enfants, de mettre au cœur de toutes nos activités l'intérêt supérieur de l'enfant, de centrer nos activités sur les intérêts des enfants. Défendre l'intérêt supérieur des enfants est parmi les missions de la brigade des mineurs, assurer la prise en charge des enquêtes policières sur les cas des enfants victimes et en conflit avec la loi. Nichée à la direction de la sûreté urbaine, cette salle est dédiée au commissaire de police Bara Sangaré, chef de la sûreté urbaine. Et puis ce matin également, le port autonome de Dakar a lancé un guichet unique portuaire. La nouvelle plateforme permettra d'automatiser, d'optimiser, de sécuriser les processus au niveau du port en réduisant les délais et les coûts. Abraham Paul Pouy pour les détails. Pour être beaucoup plus performant, le port autonome de Dakar dispose désormais d'un guichet unique, une plateforme digitale qui fédère toute la communauté portuaire pour réduire les délais, le coût et faciliter la chaîne logistique. Le guichet unique portuaire, j'avais mis en place, demandé aux acteurs, notamment Cap Sénégal, c'est la communauté des acteurs portuaires du Sénégal, Gaïndé 2000 et la douane, pour travailler en lead, pour pouvoir mettre en place une solution électronique qui permettrait de dématérialiser. Donc supprimer totalement le parcours de l'usager à partir de chez nous.
il pourra, à travers une plateforme, suivre, pister, monitorer, payer donc sa marchandise. Ceci va réduire de 50 à 80% le temps de traitement. Le guichet unique permet aussi d'automatiser les procédures, la dématérialisation des formalités pour une meilleure décongestion maritime et terrestre. On est dans un schéma d'encadrement des délais de franchise pour que tout dépassement puisse être pointé vers le responsable. Le guichet unique portuaire électronique vient bien à son heure. C'est la seule réponse adéquate pour consolider les efforts qui ont été consacrés jusque-là. Voilà le schéma de cohérence et de cohésion entre les trois ressorts. Exploitation du port, gestion portuaire, congestion portuaire maritime derrière nous. Nous déchargeons 4 fois plus vite qu'avant. Nous avons 35% de plus de trafic. La procédure administrative d'enlèvement des conteneurs va être portée par le guichet unique portuaire pour l'accélérer, mais aussi on doit mettre tout ça dans un coffrage de sécurité et de sûreté pour conforter les belles performances des gardes-côtes américaines pour le port autonome de Dakar. Les acteurs portuaires se réjouissent du guichet unique qui facilite leur travail. Parce que depuis la nuit des temps, vous avez constaté qu'on a toujours fait du commerce extérieur, des transactions. Dans la seule logistique, nous avons plusieurs partenaires et plusieurs parties prenantes. Donc quand on parle de logistique, il y a les flux physiques, les flux d'information et les flux financiers. Mais aujourd'hui, il est important qu'à l'aide de la digitalisation, que ces flux physiques soient interconnectés vers une plateforme digitalisée pour rendre beaucoup plus fluides les transactions. Après le lancement du guichet unique portuaire, le port autonome veut démarrer les opérations avant la fin de l'année. Je vous le disais dans les titres présidentiels de février 2024, la Cour d'appel de Dakar initie un programme de renforcement de capacité pour les magistrats qui vont siéger dans les commissions départementales de vote à Saint-Louis. Les acteurs judiciaires ont organisé un atelier de partage d'expérience lors duquel l'organisation du scrutin et les devoirs d'impartialité et d'équidistance ont été rappelés. Ousmane Chimère Diouf, premier vice-président de la Cour d'appel de Saint-Louis et président de l'Union des magistrats sénégalais, s'en explique au micro de Momar Alisnian. C'est destiné à nos collègues qui doivent donc siéger au niveau des commissions départementales et faire office de délégué également. Bon, ce qui est visé déjà, c'est de faire un rappel à nos collègues, parce que comme je vous l'ai dit, c'est eux qui doivent siéger au niveau des commissions départementales. Comme vous le savez, pour l'élection présidentielle, il y a une commission nationale qui siège à Dakar et il y a des commissions départementales réparties un peu partout sur l'étendue du territoire. Dans le ressort de Saint-Louis, de la Cour d'appel de Saint-Louis, bien sûr. Donc c'est un ressort qui couvre la région de Louga, à Saint-Louis et Matam. Nous avons regroupé ici tous les collègues venant de ces ressorts-là pour rappeler certains principes. Comme vous le savez, l'élection présidentielle est d'une importance capitale. Donc il est toujours bon de faire ce rappel parce que tout ce qu'on a dit est dans le code électoral. Mais il est toujours bon de venir discuter, d'échanger en expérience. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que quand nous sommes en commission, bon, nous ne sommes pas des chefs de juridiction en face de prévenus ou de justiciables. La commission obéit à d'autres règles. Il faut être beaucoup plus souple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est dans le code. C'est une commission composée de nous magistrats, des représentants de la Sénat, des représentants de candidats. Peut-être que nous sommes juristes, les autres ne le sont pas. À un moment donné, il faut privilégier donc les échanges plutôt que des prises de décision, comme nous le faisons chaque jour en juridiction. Voilà ce que je voulais dire. Dans l'actualité également, le collectif des chauffeurs des universités publiques du Sénégal dénonce leurs difficiles conditions de travail. Les membres de ce collectif exigent l'établissement d'une prime de risque qui n'existe pas malgré tous les risques auxquels ils font face dans l'exercice de leur métier. Ils interpellent les autorités. Ils ont fait une déclaration à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Voici leur porte-parole du jour au micro d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. De réflexion là, la ñu daje fii à l'université Iba Der Thiam
de Thiès. Donc collègues yi jóge nañu fu ne, donc Ziguinchor ñu ngi fii. Les collègues chauffeurs sont là, ils viennent de toutes les universités du Sénégal. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Université Assane Seck de Ziguinchor, Alioune Diop de Bambey, Gaston Berger de Saint-Louis et même du Sine Saloum. Oui, nous sommes des chauffeurs et nous sommes fiers de l'être. Et je ne cesse de le répéter à mes camarades. Nous sommes professionnels dans ce que nous faisons. Mais nous voulons plus de considération de la part de l'État et des universités. Vous savez que dans toutes les universités, il y a 3 unités qui sont très importantes. Il y a les étudiants, il y a les enseignants, il y a le personnel administratif, technique et de service. Et nous faisons partie de ce personnel. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les chauffeurs sont importants dans la marche des universités. Et même au-delà, nous sommes tout le temps en mission, que ce soit avec les enseignants, que ce soit avec le recteur. Le recteur, il a un chauffeur qui se débrouille nuit et jour pour le transporter dans de meilleures conditions. Au moment où l'enseignant ou bien le recteur dort dans le véhicule, le conducteur est concentré. Et aujourd'hui, les gens nous veulent faire entendre que nous n'avons pas droit à un prime de risque. Qui est plus exposé qu'un conducteur de véhicule? Des fois, nous travaillons jusqu'à 1h du matin, 2h du matin et même parfois des heures supplémentaires. Et nous rencontrons toutes sortes de risques. Je le répète, nous, conducteurs, nous sommes exposés. On rencontre des animaux qui divaguent sur les routes. Pendant ce temps, le patron est tranquillement assis, peut-être en train de lire son journal. Plutôt au ministre de l'enseignement supérieur. Risque. Donc, nous lancer un appel solennel au président de la République et plutôt au ministre de l'enseignement supérieur, ministre de... Et à Diamniadio, une avenue et un boulevard portent désormais les noms de l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor et de l'actuel président Macky Sall, le chef de l'État qui a présidé la cérémonie d'inauguration de l'avenue Léopold Sédar Senghor et du boulevard Macky Sall, s'est réjoui de cette marque de reconnaissance. Le voici au micro de Babacar Seck. Oui, aujourd'hui, Diamniadio accueille et fait place à Léopold Sédar Senghor, l'illustre homme d'État, premier président de la République du Sénégal, qui désormais s'y retrouvera pour toujours avec ses successeurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Route de la paix, localité de la paix, Diamniadio, un mot bien sérère, la si bien nommée, abrite aujourd'hui la Cité des Nations Unies, dont la philosophie, au lendemain du grand conflit mondial, a été de sceller la paix universelle. Mais notre ville neuve se veut également un haut lieu de savoir, avec son université Amadou Mahtar Mbow, premier Africain à la tête de cet organisme spécialisé des Nations Unies, voué à l'éducation, à la science et à la culture. Puissent ces convergences de symboles si forts contribuer à davantage installer le Sénégal, pays de la Teranga, et de vivre ensemble dans la paix et le progrès. Macky Sall qui a inauguré hier la nouvelle cité Baraka, la cité Barak de Liberté 6 qui retrouve ainsi un nouveau visage avec le programme Zéro bidonville. Des logements décents ont été construits à la place des Toudi qui y étaient riverains et bénéficiaires de ce programme se réjouissent de leur nouveau cadre de vie. Reportage sur place, Khadija Diouf. C'est devenu leur nouvel espace de jeu. Au milieu des immeubles flambant neufs, des enfants s'adonnent à leur passe-temps dans ce nouveau cadre de vie contestant avec là où ils vivaient. Nous sommes à Liberté 6 Baraka. Ici, le décor s'est complètement métamorphosé. Le quartier est méconnaissable et a désormais fière allure. Il est bénéficiaire du programme gouvernemental Zéro bidonville et constate une amélioration de son nouveau cadre de vie. Écoutez, comme vous voyez vous-même, le changement est perceptible. Notre cadre de vie est sain, propre et très confortable, contrairement
à nos habitations auparavant qui étaient sommaires. Voyez-vous vous-même, aujourd'hui nous sommes dans un cadre propre et très moderne. Nous rendons grâce à Dieu. L'environnement dans ce quartier devient plus sain selon les riverains et bénéficiaires à l'image de cette femme. Comme vous le savez, nous habitions dans des taudis et c'était vraiment malpropre. On se moquait même de nous, mais aujourd'hui, nous vivons dans le quartier moderne comme tout le monde. On s'en réjouit et nous rendons grâce. Liberté 6 Baraka fait peau neuve. Le programme Zéro Bidonville est passé par là, au grand soulagement de ses occupants. Le marché sénégalais envahi par des produits cosmétiques, une commercialisation pas du tout contrôlée qui expose les clients à certains risques. Au marché Castor, par exemple, le critère prix est important pour beaucoup de clients, même si ces derniers se doutent parfois que les produits bon marché qu'ils achètent ne sont pas authentiques et peuvent leur créer des complications. Aïssatou Kane pour le reportage. Au cœur des marchés, de nombreux produits de beauté et de bien-être, qu'il s'agisse de cosmétiques ou de produits d'hygiène, trouvent leur place en dehors des enceintes officielles des parapharmacies. Cette boutique de cosmétiques révèle cette réalité. Sous le couvert de l'anonymat, le gérant estime que le choix des clients est souvent influencé par le critère du prix. Non, moi je pense qu'on a les mêmes produits. Seulement que nous, on est moins cher par rapport à la pharmacie. Juste c'est ça, mais par rapport à la qualité, c'est la même qualité. Ouais. Au sein d'un salon, alors qu'elle se fait une manucure, Maya témoigne de sa prudence, remettant en question la fiabilité des produits. Lorsque nous voyons un produit de qualité qui coûte 15 000 francs à la pharmacie et que nous l'achetons à 13 000 francs, dans une boutique de cosmétiques, cela démontre simplement la facilité. Cependant, avec de nombreux cas de cancer et de problèmes de peau résultant de mauvais choix, il vaut mieux opter pour des produits de qualité. Toutefois, son ami intervient, les moyens financiers ne sont pas toujours au rendez-vous. Pour elle, l'essentiel est d'acheter des produits abordables qui ne compromettent pas la santé. Il est vrai que certains produits doivent être achetés en pharmacie, car la santé est prioritaire. Cependant, nous n'avons pas tous les moyens, la vie est chère et certains vendent des produits cosmétiques. Cependant, à dépit de ces pratiques informelles, il faut savoir que plusieurs boutiques cosmétiques officielles continuent d'approvisionner les parapharmacies. Ça dépend de l'offre et de la demande. Parce que pour le grossiste qui a la capacité d'acheter par exemple 100 douzaines, le pharmacien ne peut pas acheter plus d'une douzaine. Donc on ne peut pas avoir le même prix. C'est tout à fait normal. Donc il y a des produits de qualité ici. Vous-même vous pouvez voir. Il y a des produits de qualité qu'on vend dans les pharmacies. Bon, d'ailleurs, certains produits, même certains pharmaciens viennent s'approvisionner ici. En dépit des pratiques informelles, la question persiste entre l'économie et la sécurité. Où se situe le juste équilibre pour les consommateurs? Une réalité complexe qui invite à la réflexion sur l'importance de privilégier des sources fiables pour la beauté et le bien-être. Et en tout cas, utiliser ces produits sans le contrôle et les conseils d'un spécialiste présentent quand même certains risques. Selon le docteur Moustapha Agnan, ils peuvent entraîner des réactions cutanées, des allergies et même des problèmes de santé plus graves. Le pharmacien est au téléphone d'Aïssatou Kane. En utilisant certains produits cosmétiques non réglementés, on peut encourir des risques et je vais en revenir. Pourquoi? Parce que pour certains produits, on ne peut pas vérifier l'authenticité. La plupart des produits sont des contrefaits. Pour donner un exemple, parfois un produit est vendu 2 fois moins cher dans les cosmétiques que dans les pharmacies ou bien les parapharmacies. Parfois, ça c'est impossible. C'est pour cela qu'on invite les gens à acheter les produits dans les pharmacies ou bien dans les parapharmacies qui sont réglementés et géré par un pharmacien comme la pharmacie.
Donc les risques encourus sont, on peut avoir des réactions allergiques, des irritations cutanées, des infections, des intoxications, etc. Donc si le produit est contrefait, il peut donner toutes ces conséquences sur la santé. Ce n'est pas facile de le réglementer comme les pharmacies. Parce que pour ouvrir une pharmacie, il faut respecter des normes. Il faut être aussi un pharmacien. Donc c'est très réglementé, c'est un métier très réglementé. Par contre, les cosmétiques, il n'y a pas de réglementation dans ce secteur. Donc ça va être très difficile. Mais l'essentiel est d'aller dans les pharmacies ou les parapharmacies pour être sûr que le produit est authentique. Les artisans de Saint-Louis à l'école de l'entrepreneuriat, ils ont bénéficié d'une session de fort renforcement de capacité et de vulgarisation du statut de l'entrepreneur. Présente à la session, la tutelle a fait savoir qu'elle compte apporter un soutien constant aux chambres de métiers du Sénégal. Explication de nos correspondants dans le sud du pays, Momar Alisnian et Mokhtar Seck. La capitale du Nord vient d'abriter un atelier de vulgarisation du statut de l'entrepreneur contenu dans le décret 2022-1190. Le président de la République, depuis 2022, à travers le décret 2022-1190 portant statut de l'entrepreneur, a facilité un ensemble de procédures pour permettre aux entrepreneurs, aux artisans, de mieux accéder à la commande publique. Pas simplement à la commande publique, mais aussi à la commande internationale. Et c'est la raison pour laquelle, dès sa prise de service, le ministre Biram Faye nous a instruit d'aller à la rencontre des acteurs du secteur informel, d'aller à leur écoute, mais aussi de partager avec eux ce décret extrêmement important. Au-delà de la vulgarisation de ce statut, la tutelle veut accompagner les chambres de métiers du Sénégal. C'est une cible composée à 60 ou 70% d'analphabètes. Mais sa stratégie à lui, c'est de renforcer les chambres de métiers. Les renforcer, et vous l'avez constaté à l'occasion de son passage à l'Assemblée nationale, le budget de l'Union des chambres de métiers pour la première fois a connu une augmentation et pour cette année, ils ont le milliard de budget. Cela montre l'ambition que le ministre a pour les chambres de métiers. Donc, non seulement financièrement, les chambres seront renforcées, mais également, nous pensons qu'il serait bien de les renforcer en termes d'expertise. Cette rencontre a permis aux artisans de Saint-Louis d'être mieux sensibilisés sur la nécessité pour eux de se formaliser. À la découverte du village de Differ, menacé de disparition par l'avancée de la mer, la menace n'en efface pas pour autant son vécu et son histoire, car la vie continue de plus belle dans ce village habité en majorité par des étrangers attirés par la florissante économie maritime de Differ. Montaga Khan et Mamadouba. Parce que nous avons choisi ce matin de nous détourner de la mer et de sa sinistre avancée pour sillonner les ruelles sinueuses dont l'une d'elles nous mène chez le chef de village. Ce dernier ne s'est établi ici que parce que sa maison familiale a été engloutie il y a des années par la mer vorace de Differ. À l'angoissante risque de voir la mer continuer son avancée, il oppose un mental de fer. Ce jeune chef de village d'une quarantaine d'années porte sur ses épaules le lourd héritage de ses ancêtres. Le premier chef de village s'appelait Pafalichor. Il faut noter que les chefs de village sont nommés à Djakhanor, car Differ et ce village n'en font qu'un. À son décès, il a été remplacé par mon oncle Ngagnbas. Mon grand frère, qui s'appelait Cheikh Omar, l'a remplacé à son décès. J'ai pris sa place à mon tour quand il a quitté ce bas monde. Differ s'est défini comme un village à part du fait de la forte affluence des étrangers qui venaient à Differ pour gagner leur vie. La plupart des habitants du village sont venus d'ailleurs. Les autochtones sont devenus minoritaires. Une des personnes les plus âgées du village, qui serait nonagénaire, ne porte pas son âge. Il soutient avoir vécu la période coloniale.
Je suis né ici à Djifer. En ce temps, ce sont les Toubab qui habitaient le village. Le premier Européen à venir ici se nommait Moussé Gassilou. C'est lui qui s'occupait de l'exportation du sable à forte dose de fer pour les États-Unis d'Amérique. Les voitures venaient récupérer ce sable contaminé au préalable. Si on était à la plage, je vous l'aurais montré. Le village est constitué en majorité de personnes venues d'ailleurs et même de la sous-région. Le village est composé de plusieurs ethnies. Il y a des Sérères, des Peuls, des Lébou, des Bambara et des Sossé. Les Soussous aussi sont là. On peut dire que presque toutes les ethnies du pays y sont représentées. Les Guinéens et les Maliens sont les ressortissants de la sous-région. La mer a commencé son avancée en 1986, date à laquelle les déplacements ont commencé. 86 la géej gi jëkk a commencé menacé dagg fale diggante Abgaram ndax am na benn tool bu newoon fale Sangomar ñu di ko wax Abgaram diggante Abgaram ak Jifir foofu la géej gi dogoon. La mer a commencé à avancer en 1986. L'eau avait commencé à envahir la distance séparant un champ dénommé Abgram à Djifer. On ne pouvait plus rallier ce champ. C'est à partir de ce moment que le Toubab, qui tenait l'hôtel du village, a déménagé à Balgar. Quand la mer commençait à menacer, le camp des eaux et forêts a été délocalisé dans l'île dénommée Bahalou. L'usine était esselée en ce moment. La mer est arrivée juste à proximité de l'installation, à côté de la structure. La marche de la mer n'est ni lente ni rapide. Quand Eaux et Forêts boobu ñu toxal ko Bahalu benn île bu ñuy wax Bahalu nag ñun kese ñu des fi ak usine bi géej gi di lekk ba ses ci kaw usine bi waaye nag yàgg na nag parce que lekk bi gaawul yéexul waaye gaawul. Bravant les dangers, une partie des populations s'est tournée vers la forêt pour y élire domicile. Là où nous nous trouvons, c'était une forêt très dense. J'ai même eu à tuer 2 pitons dans cette maison au moment où je déracinais les arbres pour construire. En ce temps, on travaillait à l'usine. Ce sont les habitants de Joal qui venaient s'occuper de leurs champs de fin de palme. Ici, quand on a décidé de nous y établir, on a demandé l'autorisation du service des eaux et forêts de Fimela et on a reçu. Et c'est la rubrique découverte qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. RSA, le retour sur l'actualité se poursuit avec Baba Ndiaye et ses invités.